Donc la Best Festival Company a reçu des alertes concernant son site web, Vitrine. Donc c'est assez intéressant et triste. Donc il semblerait, d'après leur SOC, donc le SOC du Père Noël, que le site a été piraté et ça cause, pour, encore une fois, des dommages réputationnels. Donc encore une fois, on essaie de ternir l'image de marque, la réputation, et pour en faire empirer encore les choses. Donc, visiblement, l'équipe de développement du site web est bloquée, puisque la personne qui a attaqué le serveur a changé les mots de passe, donc ils ne peuvent plus y accéder. Donc, on a Macred qui va essayer de regagner le contrôle, en piratant en retour Hackback le serveur. Donc, il est parti sur un site très connu, ça doit être Rich Forum. Et MacBlue donc est tombé sur cet article populaire d'un hacker qui s'appelle Jingle Axe et qui explique les vulnérabilités qu'il a pu trouver d'ailleurs sur les systèmes de la Best Festival Company. Donc deux postes, Fred, et on voit qu'il a rejoint en décembre 2023, donc c'est intéressant. Le poste a été modifié il y a 8 heures. Qu'est-ce qu'on voit? Il parle de Jingalax. Alors, c'est pas le nom du gars en fait, c'est le nom du forum. Tiens, c'est marrant, ça ressemble à un autre forum qui ressemblait déjà à un autre forum, qui ressemble encore à un autre forum. Donc, et grosso modo, je vous donne les informations. Ceux qui aura les compétences pour pouvoir les utiliser, ça sera une sacrée paye. Il y a beaucoup de cadeaux qui vous attendent. Encore une fois, les connaissances que j'ai sont comme de l'or. Donc encore une fois, si vous arrivez à auditer les vulnérabilités, il y a 2 0D et un problème que Best Festival n'a pas encore solutionné. Donc le but, c'est des points d'entrée essentiels, accès aux données et la possibilité d'exposer des informations qui sont classifiées. Alors, on va revoir et comprendre comment identifier les injections SQL, d'accord? Donc ce langage de programmation qui est structuré. On va voir un petit peu comment on peut imbriquer des requêtes, stack queries, et puis voir comment peut-être on pourrait ça pourrait nous amener à avoir une RCE, Remote Code Execution. D'accord. Et le but, si on arrive à pousser la RCE, on va pouvoir reprendre le contrôle en piratant en retour le serveur. Ok, donc on a un serveur web. On va revenir à quelques fondamentaux et puis ensuite on passera à la pratique. Alors le SQL, je vous l'avais déjà présenté maintes et maintes fois, c'est ce qu'on appelle le Structure Query Language, donc langage de requête structuré. Donc ça fait partie des bases de données, des bases de données même dites relationnelles, et ça va permettre tout simplement de construire des sites qui sont dynamiques. Donc le langage de requête structuré, c'est essentiel pour travailler avec les bases de données dites relationnelles, créer des sites web dynamiques. Alors, si vous n'avez pas utilisé le SQL, on va revenir sur les bases, mais il faut comprendre que ça permet d'interagir avec les bases de données. Alors, quand tu vas vérifier ton compte bancaire en ligne, tu vas parcourir les produits sur un site de commerce électronique qu'on ne citera pas, et même quand tu publies un statut sur tes réseaux sociaux préférés, techniquement, qu'est-ce que tu fais? T'interroges, tu modifies indirectement, sans le savoir, des bases de données, d'accord? Donc SQL, c'est l'un des langages les plus populaires qui rendent tout cela possible. Les bases de données relationnelles, c'est des collections de données, datasets, structurées, organisées en tables, d'accord, tables, et composées de différentes lignes, rows, et colonnes en anglais, d'accord, parce qu'on va y revenir. Donc au sein de ces collections, les tables sont interconnectées avec des relations prédéfinies, facilitant une organisation et une récupération efficace des données, d'accord. Donc on peut avoir une base de données relationnelle de commerce électronique, et là je vais inclure par exemple 3 tables, une client, une autre commande et une autre produit, d'accord, avec des relations naturellement définies pour relier les informations sur les clients à leurs commandes respectives grâce à l'utilisation d'identifiants, d'accord. Et j'adapte ma base de données à au cœur de métier, d'accord. Qu'est-ce qu'est censé faire ma base de données? En fonction de ça, il va falloir que je réfléchisse
comment la concevoir. Hein, mais ça, je t'avais expliqué qu'on avait différents modèles en DBA, en administration de base de données, et puis même après en ingénierie, quand tu crées de A à Z ta base de données, il y a plusieurs modèles, d'accord? Il y a des modèles théoriques, il y a des modèles de haut niveau d'abstraction, et après, je te dis, on a des modèles en bas niveau d'abstraction, c'est-à-dire, ok, une fois que tu as créé ta base de données, comment tu as fait l'architecture, comment tu la mets en place, comment tu la déploies, d'accord? Et après, bah là, c'est le nombre de machines qu'il faudra, combien de VM, d'accord? Combien de cœurs tu vas donner à ta machine, d'accord? Combien de RAM tu vas lui donner, combien de grappes de disque dur tu vas lui donner, d'accord? Comment tu vas la configurer, etc., etc., etc. Et la sécuriser, c'est important. Donc le SQL, on utilise, je vous l'avais dit, hein, on interroge grâce à de l'anglais. On utilise des verbes en anglais, d'accord? Donc c'est un moyen d'interroger, d'insérer, de mettre à jour, de supprimer des données qui sont stockées dans ces tables. Et ça nous permet également de récupérer, de modifier les bases de données selon les besoins. Alors un site web ou une application qui s'appuie sur une base de données doit générer dynamiquement des requêtes SQL, les envoyer au moteur de base de données pour récupérer ou mettre à jour les données nécessaires. D'accord? Donc on a ce qu'on appelle un engine, un moteur de base de données qui va permettre l'interconnexion. Et après, au niveau de la syntaxe, comme je vous le disais, c'est basé sur l'anglais et ça se compose de commandes structurées. D'accord? Tu utilises des mots-clés. D'accord? Select, from, where, join. Ça exprime ces opérations d'une manière naturelle, semblable à celle d'un langage. Select, sélectionner, from, à partir, where, où, et join, faire une jointure, d'accord? Joindre plusieurs éléments ou plusieurs tables, les fusionner. Mais ça, on verra plus tard. Mais je vous en avais déjà parlé, d'accord? Donc, si on regarde un petit peu, on vend des objets Noël, c'est bientôt Noël, d'accord. On a une base de données avec des tables, d'accord. Et là, on pourrait parler quoi? De catalogue, d'accord, au niveau du site web et le principe de tracking, d'accord. Je veux savoir qui fait quoi, puis où est-ce que ça part, d'accord. Alors si on regarde, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept colonnes. J'ai l'ID, au niveau des ornements, 1, 2, 3, 4. J'ai l'ID de l'elfe, 124, 116, 102, 102. Les couleurs, red, gold, green, silver. J'ai les catégories, bold, star, tree, snowflake. Le matériel, glace, métal, wood, plastique. La création, la date de création, pardon, avec les différentes dates. Et enfin, on a notre colonne price avec le prix, d'accord, de chaque élément. Alors, si on prend l'exemple que je viens de vous donner et on l'insère en base de données, d'accord, on parle d'un insert, et on va lui dire, écoute, je stocke ça dans une table qui s'appelle TBL underscore ornement, d'accord. Donc, ça va stocker les différents produits, d'accord, qui sont stockés dans ces différentes colonnes, avec chacun leur qualité, leurs caractéristiques, d'accord, qui permet d'ailleurs de quoi? De relier chaque équipement, d'accord, chaque produit qui est vendu, là en l'occurrence, par le site web. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait travailler sur nos tables pour récupérer, mettre à jour, effacer. Là, vous avez un exemple. Ou, qu'est-ce qu'on fait? Alors, select, je sélectionne. Wildcard, ça veut dire tout, d'accord? Donc, tu prends tout à partir de notre table table underscore ornament où le matériel est égal à wood. Alors, si on reprend notre exemple, je vais vous le remettre sous les yeux. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Donc, notre table ornament, c'est ce que vous avez sous les yeux. Dans notre table, on a quoi? On a vu qu'on a 1, 2, 3, 4 lignes, d'accord? Et dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes, d'accord? Donc, on va lui demander d'afficher quoi? Toute la table. Seulement, il y a une condition. C'est où? Matériel. Donc matériel, ça veut dire que je me décale, je prends pas ma première colonne, ni ma deuxième, ni ma troisième, ni ma quatrième. On passe à la 5e colonne. J'arrive dans matériel et là, il faut que ça soit égal à wood. Je regarde, c'est pas la première ligne, c'est pas la deuxième ligne, c'est bien la 3e ligne. D'accord? Donc ça correspond à quoi? Ça correspond à l'ornement, son ID c'est 3. L'elfe qui a commandé c'est 102, c'est en verre, c'est fait en bois. Et oui, d'accord, catégorie arbre, et c'est du bois, d'accord. On a la date et on a le prix, 3,99. Donc, tu vois que ça me permet de récupérer des choses. Alors, ça, c'est une façon de faire. Mais qu'est-ce que je peux faire plutôt que caler mon wildcard? Je peux lui dire, écoute, sélectionne cette fois-ci, ornament ID, première colonne. Ensuite, la couleur, 3e colonne. D'accord? Et la catégorie, 4e colonne. Donc tu vois qu'on a omis le reste des colonnes. Il n'y a pas ma colonne 2, Alpha ID, il n'y a pas date created, ni le price. Ok. À partir de là,
tu tapes dans la table reste la même, c'est Table Ornament, puisque c'est dans cette table qu'on a l'ensemble des informations qu'on veut venir récupérer et trier, réagencer. Et là, on lui dit, écoute, où l'ID du elf est égal à 102. Ah, et là, tu vois que si on regarde notre colonne, 102, bah, il y a quoi? Il y en a plusieurs. Hein. L'elf 102, il a commandé plusieurs choses. Il a commandé le 3e et le 4e article. D'accord? Donc, on a les 2 dernières lignes du bas, si tu veux. D'accord? Donc, tu vois que ça me permet de trier. Et là, je lui demande tout ce qui a été validé par l'elfe. Il y a un ID de 102. Ça me remonte pas tout. C'est-à-dire que ça va pas m'afficher quoi? Les 2 lignes, comme je te le disais à l'instant. Ça va m'afficher les 2 lignes, mais uniquement les colonnes que j'ai spécifiées. On a spécifié ornament, color, catégorie. Donc, techniquement, la première ligne, ça va faire quoi? Ça va m'afficher 3, green, tree. Et la deuxième ligne, ça va m'afficher 4, silver, snowflake. Je veux quoi? Créer une 5e ligne? D'accord? Donc, ornament ID, on passe 1, 2, 3, 4, je rajoute une ligne, ça fait 5, elle sera en dessous du 4, tu l'as bien compris. C'est pour ça qu'on a values 5, d'accord? Si tu veux, c'est l'ID. Ensuite, on lui passe la valeur elf ID, 105. Donc, on lui dit que là, dans ta table, il y a le 105e ID, 105e elf qu'on n'avait pas vu, qui est en train de passer une 5e commande, d'accord? Et au niveau couleur, encore une fois, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on passe les valeurs les unes après les autres. Si ornament ID est égal à 5, elf ID est égal à 105, color est égal à blue, catégorie est égal à stars, material est égal à glass, la date create c'est 2023 12-10 et le price il est passé à 4,99. D'accord? Ça, on vient de faire un insert. On vient d'ajouter une ligne dans cette table de la base de données. D'accord? Ensuite, PHP. PHP, d'accord. Ok, PHP dynamique. Hein, pourquoi? Bah pour des applications dynamiques. Donc plus sérieusement, je pense que vous connaissez tous ce langage de programmation. Encore une fois, le PHP, ça permet d'accéder à l'internet. Pourquoi? Parce que la plupart des sites sont quoi? Sont créés en PHP, d'accord? Avec d'autres choses, d'autres composantes. Donc c'est un langage de script généraliste populaire qui joue le rôle crucial de développement web. D'accord? Il permet aux développeurs de créer des sites web dynamiques et interactifs en générant du contenu HTML sur le serveur et ça va le transmettre au quoi? Au front-end. Front-end, bah, ça a plusieurs sens, mais là, ton front-end, ça pourrait être ton navigateur. D'accord? Ton navigateur client, c'est-à-dire ton navigateur web que tu as sur ta bécane. Donc peu importe hein, que tu utilises Google Chrome ou autre, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc contrairement aux technologies côté client, comme le HTML, CSS, JavaScript, c'est-à-dire côté client, bah généralement ça s'exécute dans quoi? Dans ton navigateur. Hein. Ah bah ouais, d'accord. Alors qu'est-ce que ça fait? Le PHP, ok, il te donne une page. Une page, ça va être chargé dans ton navigateur web et ça va charger le HTML, c'est-à-dire le code source, hein, l'architecture du site. Ça va le mettre en forme grâce au CSS, d'accord? Et ça va permettre de vérifier notamment les champs dans lesquels tu tapes, quand tu te connectes ou quand tu fais une recherche sur le site. Bah ça va te permettre de quoi? D'afficher des choses de façon dynamique grâce au JavaScript. Mais le HTML, le CSS, le JavaScript, il s'exécute quoi? Côté client, c'est-à-dire dans ton navigateur. D'accord? Donc le PHP permet aux développeurs d'effectuer diverses tâches côté serveur, hein, ce qu'on appelle server-side, il faut bien le comprendre, telles que la connexion à un large éventail de bases de données. On a du MySQL, du PostgreSQL, du Microsoft SQL, etc., etc. Et l'exécution de requêtes SQL, ça va permettre de traiter, je te disais, les données du formulaire quand tu te connectes à un site ou générer dynamiquement du contenu web. D'accord? Donc côté back-end, dynamique via du PHP et côté front-end via du JavaScript. Alors, le moyen le plus courant pour PHP de se connecter aux bases de données, bah, c'est le PEDO. Alors, c'est ce qu'on appelle, je parle pas de la France, c'est le PHP Data Object, d'accord? Donc, ou les pilotes de serveurs de bases de données comme MySQL, d'accord, qui vont permettre, bah, pour MySQL, SQL Server pour Microsoft, SQL Server qu'on appelle MSQL, à pas confondre avec MySQL. Donc, ça permet cette interconnexion et en établissement comment dire, des paramètres, d'accord, qui vont nous fournir d'ailleurs la connexion, d'accord, l'hôte, le nom d'utilisateur, le mot de passe, le nom de la base de données. Après avoir établi une connexion à la base de données, on peut maintenant exécuter des requêtes SQL via notre PHP côté serveur, d'accord, et générer dynamiquement du
contenu HTML basé sur les données renvoyées des informations telles que les profils d'utilisateurs, la liste des produits et des articles de blog qui seront par exemple présents sur le site web que vous allez parcourir. Mais si on revient à notre exemple, si on veut que notre script PHP récupère des informations concernant les ornements, la couleur verte, on pourrait introduire quelques lignes comme suit. Alors, on voit une requête SQL, on voit deux variables, on va venir stocker dans deux variables, puisque c'est aussi de la programmation, on se sert d'objets, donc là en l'occurrence quoi, on a notre variable query, d'accord, ça demande de faire, donc sélectionne tout à partir de la table ornement où la couleur est vert, d'accord. Alors regardez bien, vous voyez que on ouvre avant le select, double guillemets, on ferme après le green en double, d'accord. Mais on a également quoi, une chaîne de caractères, green, parce que couleur est égal à un string. Et j'ai ouvert avant green, avant le G de green en single quote, je referme tout de suite après le green en single quote, en guillemets simple, et je termine en double, d'accord. Attention à la syntaxe, si vous oubliez naturellement un double quote, ça va être mal encapsulé, d'accord, puisque qu'est-ce qu'on fait? On stocke une instruction, mais cette instruction pour notre variable, $query, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères, d'accord? Mais qui va être interprétée par le moteur de la base de données. Si tu suis, ça devrait pas être compliqué. Ok, donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Notre variable result, cette fois-ci, on fait appel à la fonction SQL Server Query, donc qui nous permet de faire une requête, d'accord? On a vu que SQL Server, ça me permet de quoi? De travailler sur du MSQL, Microsoft SQL Server, d'accord? C'est le fameux driver. Et qu'est-ce qu'on lui passe? Une autre variable qu'on appelle con et query, d'accord? Alors con comme connexion et query, dans query, on a notre chaîne de caractères qui est stockée juste au-dessus, d'accord? Maintenant, le con, ça va être à nous, d'accord, de définir cet objet pour interconnecter la base de données, d'accord? Donc voilà, très simple, mais on enregistre d'abord une requête SQL dans notre variable nommée query, $query, puisqu'on appelle nos variables, on met un dollar avant, ça permet de les distinguer, d'accord. Et cette requête demande à la base de données de récupérer toutes les lignes de la table. Table ornement, couleur vert. Ensuite, on utilise SQL Server Query, c'est une fonction, je vous disais, pour exécuter cette requête, et on la passe à un objet de connexion, de la base de données, c'est notre con, $con. Donc si on doit faire simple et pour mieux comprendre, on peut dire que notre variable $result, c'est comme un conteneur contenant le résultat de la requête SQL qui va nous permettre de parcourir les lignes et d'accéder aux données contenues dans ces lignes. Et plus tard, dans le script, on va pouvoir utiliser cet objet. Pourquoi? Pour afficher les résultats qu'on veut récupérer, afficher également les données. Donc c'est une partie cruciale du processus, d'accord? Quand on travaille sur les bases de données, notamment en PHP. Et je vous disais, on peut utiliser le PDO, PHP Data Object. Alors, on va parler des entrées utilisateurs, ce qu'on appelle le user input. Donc, bien que la possibilité d'exécuter des requêtes SQL en PHP nous permette d'interagir avec notre base de données, le véritable pouvoir des applications web basées sur des bases de données réside dans le fait de rendre ces requêtes dynamiques, puisqu'on cherche à avoir un site web dynamique, non plus statique. On avait des sites web statiques dans les années 90, au début d'Internet. Enfin, pour le grand public, puisque Internet existait déjà il y a 20 ans plus tôt. Mais les embryons. Donc, si on revient à notre exemple plus sérieusement, dans notre exemple précédemment, on a codé en dur la requête pour récupérer. Là, on a vu, je cherche un ornement vert, d'accord, parmi ma liste. Donc, dans les applications, dans le monde réel, ça nécessite souvent que les utilisateurs interagissent avec les données, d'accord. Je te donne un exemple. Imaginons qu'on souhaite offrir aux utilisateurs la possibilité de rechercher les différents produits de leur choix sur le site web. Dans ce cas-là, il va falloir créer des requêtes dynamiques qui peuvent être ajustées en fonction des entrées utilisateurs. Mais si tu le fais tous les jours, tu vas sur Amazon, tu tapes souris 4000 dpi, hop, il va aller taper dans la base de données, il va aller chercher dans quoi, peut-être dans une table où il y a produit, dans produit il y a peut-être une sous-table où il y a équipement informatique, il y a une autre sous-table où il y a écrit clavier, souris, tu vas aller taper dans souris, et dans la table souris, mice ou mouse, tu vas chercher la souris qui aura peut-être dans une des colonnes où il y aura écrit DPI, d'accord, ou spécification, d'accord, et ça va chercher une valeur 4000 dpi, d'accord. Donc ça t'affiche toutes les souris, et dans la colonne ça t'affiche que celles qui ont 4000 dpi ou plus, d'accord, et ça t'affiche le résultat sur Amazon. Et là tu vois toutes les souris qui apparaissent qui disent souris à vendre sur Amazon 4000 dpi.
J'exagère, je résume très trivialement, mais vous voyez que tous les jours, c'est un moyen courant d'intégrer des données fournies à partir d'un site web. Et tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On va jouer sur le paramètre get, d'accord? Qui nous permet quoi? Bah, de récupérer une valeur et tout ça. Donc notre paramètre get, ça va intégrer les données fournies par l'utilisateur dans l'application web en utilisant ce paramètre get. Il y en a d'autres, d'accord? Et ils sont ajoutés à l'URL et sont accessibles par PHP, d'accord? C'est comme ça que le site fonctionne, si tu veux. Donc, tu as bien compris, ça permet aux utilisateurs de spécifier leurs critères de recherche ou leur entrée, ce qui en fait un outil précieux pour les applications web interactives, surtout les sites marchands. D'accord? Donc, on pourrait créer un formulaire de recherche simple avec un champ de saisie permettant aux utilisateurs de spécifier la couleur des équipements lors de la soumission du formulaire. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer sous le capot? Le site web, il fait quoi? Il fait une demande get à la page des résultats de recherche, y compris les paramètres de recherche de l'utilisateur qui sont passés dans l'URL, et PHP peut enfin accéder à l'entrée que l'utilisateur souhaite. D'accord? Donc vous voyez comment c'est fait. On voit qu'on a notre retrieve via le get parameters, sauvé dans une variable, donc qui est sauvegardé dans une variable, pardon, color. On lui passe quoi? $get récupère la couleur. Ok. On a notre $query, $result, et encore une fois, on voit l'interconnexion via le driver. Il nous faut notre con, il nous faut notre query. Donc voilà, interconnexion entre le moteur de base de données et du PHP, et ça permet de faire, tu l'as bien compris, pas mal de choses. D'accord? Là, une simple variable couleur, ça permet de récupérer la valeur du paramètre earn color. Et cette variable est ensuite transmise dans notre chaîne, d'accord? Via la variable, via l'objet $query. Alors le résultat, tout simplement, désormais les utilisateurs peuvent contrôler dynamiquement la requête qui est exécutée par la base de données, simplement en modifiant le paramètre URL qui inclut dans leur requête. Et là, tu le vois bien, d'accord? Tu te connectes à exemple.thm. À la racine, il y a quoi? Il y a un appel qui est fait à du PHP, incroyable. Le fichier PHP qui est appelé à la racine du serveur s'appelle ornament underscore search.php. On a notre point d'interrogation, c'est quoi? C'est notre query string, et on passe le query string juste après le point d'interrogation. D'accord? Donc là, on travaille sur quoi? On travaille sur le fameux paramètre couleur, et il est égal à vert. C'est ce qu'on a défini. Color égale $get. D'accord? Sur couleur, c'est exactement ça. Il récupère la couleur. Si tu tapes green, il va t'afficher du green. L'utilisateur rentre green, parfait. Il passe tout ça, le moteur de la base de données va s'intercaler avec la base de données, lui il interprète, il dit ok, donc en fait tu veux faire un select wildcard from tbl underscore environment where color est égal à green, puisque tu m'as rentré green, tu m'as rentré vert. Et là il t'affiche quoi? Il t'affiche toutes les boules de Noël de couleur verte, et ça marche. Donc, exemple simple, d'accord? Mais tu vois que l'utilisateur a la possibilité d'interagir sur l'application web grâce à du PHP qui va être interconnecté par des putains de drivers ou par du PDO. Grâce à ça, le PHP peut communiquer au moteur de la base de données, et la base de données peut renvoyer des informations. Waouh, incroyable, d'accord? Les bases. Ok, maintenant on va passer au SQLi. Alors, les injections. I comme injection. Cadre WASP, je vous redirige tout le temps là-dessus, puisque ça vous en parle. On a différentes catégories. Au WASP, je rappelle, c'est les DeFi les plus utilisés chaque année par les méchants pirates. Et il y a une partie intéressante, c'est le Critical Web Application Security Risk. C'est le A03 2.2021 Injection. Et c'est là-dedans, en fait, que vous aurez les recommandations de l'OWASP pour comprendre ce type de vulnérabilité, et aussi comment s'en protéger. C'est toujours le même problème, puisque les SQLi, c'est vieux comme le monde, et ça existe depuis 50 ans et ça marche toujours aussi bien. Ok, je veux des sites dynamiques parce que je veux que mon utilisateur puisse entrer utilisateur, puisse utiliser des entrées utilisateurs sur mon site. Ah ouais, mais c'est pas bon ça. Qu'est-ce que je te répète tout le temps? Filtre les entrées utilisateurs de ton utilisateur. D'accord? Pourquoi? Parce que je t'ai dit, ça peut être Tanjanine, ça peut être Toto, ça peut être Titi, ça peut être Tata. D'accord? Et moi, je les connais pas tous, et je sais pas ce qu'ils font dans la vie. D'accord? Donc, Tanjanine, je sais qu'elle sait pas utiliser un PC. Peut-être que Toto, Titi, Tata, ils ont été très bien formés. D'accord? Et c'est des acteurs malveillants.
Donc, encore une fois, la prise en compte des entrées fournies par l'utilisateur offre des moyens puissants de créer du contenu dynamique, certes, mais si c'est pas sécurisé, filtré suffisamment, malheureusement, ces entrées peuvent exposer une vulnérabilité critique sous le nom de SQLI, injection SQL. D'accord. Donc, c'est une technique d'attaque pour ceux qui débutent, qui va exploiter la manière dont les applications web gèrent justement les entrées utilisateurs, en particulier dans les requêtes SQL. Tu l'as bien compris. Donc, au lieu de fournir une entrée légitime, d'accord, demande-moi quelle est la couleur du produit que tu veux rechercher. L'attaquant, lui, il va injecter des instructions malveillantes dans les champs ou des paramètres de saisie, d'accord. On parle d'équilibrage de la charge, puisqu'on travaille sur un payload, encore une fois, et le serveur de base de données de l'application exécute ensuite cette requête SQL malveillante. Et c'est là qu'il y a un risque considérable pour les applications web, puisque à travers ces SQLI, ça va permettre d'exfiltrer des données, ça va permettre de conduire en tout cas un accès non autorisé et par la suite vol de données, manipulation de données et même compromission complète d'une application web. On a un truc qu'il faut absolument désactiver, mais qui parfois se retrouve encore désactivé. Je sais pas, un truc XP underscore command shell, tu sais, un truc comme ça. Enfin, je te montrerai plus tard. D'accord. Si tu peux écrire dans une base de données, écrire dans une ligne. Dans une colonne, il y a des lignes. Et dans cette ligne, je fais quoi? Je vais injecter un payload, une charge utile. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait du command injection. Ah, merde. Donc, tu vas solliciter la base de données, elle va lire la ligne dans la colonne spécifiée. Et là, elle va lire, en fait, c'est quoi? C'est une instruction. Et là, la base de données, elle devient un petit peu folle. Tu sais, elle commence à exécuter, peut-être au nom de l'administrateur qui l'a configuré, et elle va exécuter du code au sein de la base de données. Et ça peut t'ouvrir un reverse shell. Et là, tu prends le contrôle de l'ordinateur, de la base de données, tu sais, qui est très très loin. Parce que toi, tu es juste sur le site web, mais tu es en train d'attaquer le back-end. Ah merde. Donc voilà, c'est des scénarios possibles. Je vous avais déjà montré comment pirater une base de données et comment s'en servir pour nos CTF. Et après, quand vous aurez besoin d'auditer du SQL. Donc ça peut être permissif ou pas. Encore une fois, c'est comme tout. Une base de données, c'est quoi? C'est un système d'information. Ouais. C'est quoi? C'est un ordinateur? Ouais. C'est un serveur. D'accord. Et comme tous les serveurs, qu'est-ce que je te répète? Par défaut, ils sont pas plus sécurisés que ça. C'est au boulot du DBA, de quoi? L'administrateur de base de données, de gérer son SGBD, système de gestion de base de données. Ah ouais, je crois. D'accord. Il doit faire du hardening. Ouais. D'accord. Et puis, il fait qu'il y a un contrôle d'accès, les ACL et tout ça. Encore une fois, quel droit tu donnes à l'application, quel droit tu donnes aux utilisateurs, d'accord? Quel droit tu donnes aux admins? Est-ce qu'il y a plusieurs admins sur la base de données, d'accord? Et puis, comment on se connecte à la base de données, d'accord? C'est quoi? C'est une connexion SSH? Tu utilises quoi? Des certificats? C'est peut-être un peu mieux. Ah, tu utilises des mots de passe? Ah ouais, ça c'est con, D'accord. On pourrait les pirater. Donc encore une fois, tout ça, c'est des considérations. Comment tu vas intégrer ta base de données, où elle tourne, dans quelle partie, quel sous-réseau peut-être. Tu pourrais commencer à isoler ta base de données, d'accord, la mettre sous un autre sous-réseau. Voilà, encore en termes d'architecture et tout, il faut penser à tout ça, d'accord. C'est pas uniquement mon code PHP il est bulletproof, on peut pas faire d'injection, d'accord. Ou pareil, mon moteur de base de données il est impeccable, tu peux envoyer toutes les requêtes que tu veux, tu pourras jamais faire d'injection, d'accord, puisque vous savez que des systèmes qui sont 100% bulletproof, qui sont infaillibles, ça n'existe pas dans la vie, ça n'existe pas, ça n'existe que dans le monde des bisounours. On reprend la première requête pour mieux comprendre et on va faire un auth bypass. Alors c'est la technique la plus simple encore une fois on parle de statement, de déclaration. On déclare quelque chose. Je déclare que ça c'est vrai ou c'est faux, parce qu'on peut travailler aussi sur des booléens, d'accord. Et c'est là qu'on va jouer là-dessus et on va si on continue de manipuler le paramètre color, qu'est-ce que je peux lui dire? S'il n'y a pas de mesure de sécurité adéquate, l'attaquant, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Exécuter des requêtes malveillantes, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Au lieu de rechercher une couleur bénigne, on pourrait saisir où, donc je casse avec le single quote, or, et j'équilibre ma charge. Je vous ai dit ce qui est à gauche, ce qui est à droite. Au centre, d'accord, c'est pareil, d'accord. Notre or, on va dire que c'est le centre, et il y a tout ce qui se passe à gauche, donc généralement je laisse tel quel, ou je casse, là je casse avec mon single quote, et maintenant il y a tout ce qui est à droite du or, c'est mon équilibrage, d'accord. Donc je lui dis 1 est égal à 1, c'est-à-dire que tu vas vérifier que 1 est égal à 1, et en mathématiques, 1 est toujours égal
à 1. Et ensuite, pour casser, justement, pareil, on va quoi? Bah, tu le vois, faire 2 tirés, c'est-à-dire commentaire, et en gros, tout ce qu'il y a après n'est pas exécuté. D'accord? Et je referme pour color, tu la mets vide et tu as ajouté or 1 est égal à 1 et tu rajoutes quelque chose. Bah ouais, en fait, c'est pour l'histoire du commentaire. Des fois, il faudra mettre de long tiré du haut, d'accord? Et des fois, il faudra casser également avec quoi? Avec le single quote. Tu vois qu'on vient de quoi? Bah de faire une injection. On vient d'injecter plusieurs choses. Alors, si on décompose, pour en revenir, on a notre apostrophe or. D'accord? Ça fait partie du code injecté. Or, c'est l'opérateur logique en SQL qui permet plusieurs conditions. Donc là, on le voit, le code est injecté, ça va ajouter la condition where, donc secondaire, à la requête, où notre condition, c'est quoi? Ma déclaration 1 est égal à 1, d'accord? Qui suit l'opérateur or, ou, d'accord? Donc, on voit condition principale, secondaire, where, d'accord? C'est notre clause. Et cette condition est toujours vraie, car en mathématiques, je t'ai dit 1 plus 1, ça vérifie l'égalité. Côté gauche, côté droit, 1 est égal à 1, ils sont tous les deux égaux, puisque 1 est égal à 1 en mathématiques. Donc la condition est toujours évaluée comme vraie. D'accord? Je te fais une déclaration, je te demande si c'est vrai. Est-ce que 1 est égal à 1? Le moteur se met en branle et il évalue et il te dit tu m'as déclaré que 1 est égal à 1, et ben j'ai évalué et je te dis que moi aussi je pense que 1 est égal à 1. Donc j'exécute. Ah, t'exécutes, mais quoi? Les 2 tirés du haut à la fin de l'entrée, ça permet de commenter et ça indique au serveur de base de données d'ignorer tout ce qui vient après. D'accord? On coupe, en fait. Et c'est ça qui permet le bypass. Il va pas vérifier que quoi? Que la couleur est égale à vert, à jaune, à rouge. Il va vérifier que la couleur est vide ou, si elle est vide, vérifier que 1 est égal à 1. Ok, elle est vide parce que j'ai rien mis dedans. Donc ça, c'est fait. Et le bypass, ou tu me demandes d'évaluer 1 est égal à 1. Ok, 1 est égal à 1. Donc en gros, qu'est-ce que je fais? Je ne vérifie pas la couleur. Mais c'est pas la couleur qui nous intéresse. Techniquement, on lui demanderait de quoi? De pas vérifier quoi? Ou le mot de passe est vide. Et si le mot de passe est vide, eh ben tu évalues 1 est égal à 1 et tu passes à autre chose. Ok, le mot de passe est vide, tu me donnes un utilisateur et je vérifie que 1 est égal à 1, 1 est égal à 1, c'est toujours vrai, donc je te connecte à la base de données avec l'utilisateur que tu m'as spécifié, mais tu m'as pas mis le mot de passe. Avec un mot de passe vide, j'arrive quand même à t'authentifier. Tu comprends? Et c'est là la faille. D'accord? Ça va nous permettre de nous connecter à des bases de données. Donc qu'est-ce qu'il fait? Tu vois que là, dans notre exemple, vide, oui, mais c'est même pas vide en fait. Pour lui, c'est tout. Tout. D'accord. Donc en gros, 1 est égal à 1, tu passes à tout, t'affiches tout. Bah, il t'affiche pas que les boules vertes. D'accord? Puisque couleur est vide, il y aura des rouges, il y aura des bleus, il y aura des dorés, il y aura la verte. D'accord? Encore une fois, des exemples très simples, mais pour mieux comprendre. Mais je vous ai dit, on va pas travailler sur couleur, on va travailler sur user, password. Ça nous intéresse. Donc en conséquence, cette injection très basique manipule avec succès la requête pour envoyer toutes les lignes de la table TBL ornament, quelles que soient les valeurs réelles des couleurs ornement, d'accord? Enfin des objets. Donc il s'agit d'un exemple classique de charge utile, d'injection, que l'attaquant va exploiter, encore une fois, cette condition où 1 est égal à 1 pour contourner toute condition ou logique prévue dans la requête et récupérer les données auxquelles il n'est pas censé accéder. Alors c'est simple, le SQL c'est un langage pour faire des requêtes structurées. Qui parle de structure, parle également structure de contrôle, d'accord? Je veux contrôler grâce à mes structures ce que la base de données va me renvoyer et j'interagis avec le moteur de la base de données pour pouvoir communiquer avec la base de données. D'accord? Et en fonction de ça, je peux jouer sur mes structures, mes requêtes structurées, et si elles sont malicieuses, je peux du coup détourner la logique. Donc pareil, je vous redirige vers toutes les vidéos SQL que je vous avais faites, où je vous montrais comment on exploite ça, comment apprendre à faire ça quand vous ferez vos CTF, d'accord? Et puis après, par la suite, quand vous ferez de l'audit. Donc il est crucial de souligner les risques potentiels à l'utilisation de la charge utile OR, donc 1 est égal à 1, donc c'est utilisé à des fins d'illustration, mais comme je vous ai dit, c'est un bypass très simple, c'est pas ça qui va marcher, puisque c'est le premier truc que va tester un Kiddy. D'accord? C'est encore une fois à des fins d'illustration pour vous montrer des exemples simples. Sans injection, sans précaution, peut entraîner des dégâts
sur la base de données aussi, hein. Donc, soit ça va pas marcher, soit tu peux carrément péter une base de données, hein. Et quand tu pètes une base de données, que je t'explique, je t'ai dit que c'était un serveur, une base de données, t'arrêtes pas une base de données en 5 secondes, hein. Tu redémarres pas une base de données en 10 secondes, hein. Ça prend du temps, hein. Et puis, si ta base de données, elle est pétée, il va falloir restaurer les tables, d'accord? Est-ce que tu as des sauvegardes? Tu as quoi? Tu as du full backup? Tu as des sauvegardes incrémentielles? Il va falloir remonter la base de données. Mais ça prend des heures, d'accord? Donc, encore une fois, hein, attention, attention, attention. Tu vas lancer une commande et tu vas cracher la base de données de ton client. Il va falloir 20 heures pour remonter la base de données. Coucou, au revoir. Je pense que tu retournes chez Pôle emploi. Donc, tu as bien compris, tu as des temps de sauvegarde déjà qui sont très longs, qu'il va falloir parfois optimiser aussi, hein, c'est ça le problème. Et puis après, pour restaurer, ça va être un bordel. Et là, je te donne des exemples, hein, encore une fois, dans des multinationales, hein. J'ai toujours travaillé dans les grosses boîtes. Je te parle pas de ton boucher du coin, de ta petite PME et tout ça, tu vois. Si tu as des volumes, tu as de la volumétrie en sauvegarde, mais putain, si tu sauvegardes quoi? Des gigaoctets, des teraoctets, hein, je te parle dans des grosses entreprises. C'est la merde, hein, c'est la merde. Faut pas faire n'importe quoi. Et dis-toi qu'une base de données, c'est comment dire, c'est ce qu'il y a de plus précieux, hein. Vois-le comme un petit enfant, faut en prendre soin, quoi, hein. Même quand tu l'attaques, faut y aller mollo, quoi, hein. Tu vas pas pousser un kernel exploit. Encore une fois, ça c'est pour les gens bien. Le pirate qui va pirater la base de données, bah, à la limite lui, il s'en bat un petit peu la vulve, hein, c'est compréhensible. Mais voilà, fais gaffe quand t'audites une base de données, c'est toujours très 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 sensible. Alors, j'ai compris, Saltin. J'ai compris que je pouvais péter la base de données avec cette requête tout con, d'accord? Alors ouais, je t'ai dit, généralement, ça permet de contourner l'authentification, de renvoyer, en effet, hein, tous les éléments d'une table en rendant la condition toujours vraie, mais les risques résiduels, hein, résidents, bah, doivent vous faire prendre conscience, hein, du contexte et de la portée aussi de cette requête que vous injectez. Il n'y a pas de requête SQL bénigne. Enfin, encore une fois, tu es en train de pousser le système à la faute, d'accord? Alors pourquoi il faut équilibrer nos charges utiles? Bah parce que tu as envie de pousser le système à la faute pour qu'il te renvoie des informations. T'as pas envie de pousser le système à la faute, pourquoi? Pour le DOS, d'accord? Pour qu'il ne réponde plus, et encore pire, si tu équilibres mal tes charges utiles, tu vas quoi? Bah tu vas cracher la base de données, d'accord? Et là, c'est game over, hein. Hein, ou tu peux appeler le service client et tu leur dis: ah les gars, il y a moyen de remonter la base de données, on était en train de l'attaquer là, je crois qu'on a planté. Ouais, donc bah voilà, hein, c'est toi qui vois, hein, mais disclaimer, attention quand tu commences à injecter dans une base de données, d'accord? Les applications, elles peuvent utiliser des valeurs lors d'une requête initiale, puis y avoir plusieurs requêtes, hein, et imbriquées. L'application peut cracher, la base de données peut cracher, d'accord? Donc ça, soyez-en conscients, hein. Les charges utiles d'injection SQL, elles peuvent en effet renvoyer toutes les lignes, mais ça peut entraîner des conséquences inattendues lorsqu'elles sont injectées dans différents types d'instructions, hein. Update, mettre à jour, delete, supprimer. Ah ouais, ça peut être un petit peu dangereux. D'accord? Donc, encore une fois, pensez à injecter une requête qui met à jour les informations d'utilisateurs spécifiques. Ah, ça fait un update et tu lui cales à 1 est égal à 1. Ou, encore une fois, condition vraie pour chaque ligne. Bah, ça va entraîner une mise à jour massive affectant tous les enregistrements de la table. Voilà, hein, techniquement, c'est une technique pour péter une base de données, hein, pas de problème, t'inquiète pas, on va mettre à jour, hein, on va mettre à jour la petite table utilisateur, d'accord? Donc, tu peux péter, tu peux dropper, hein, une base de données. Alors là, bah, tu peux jeter ta base de données, d'accord? Puisque tu vas effacer l'ensemble des tables de la base de données. Enfin, voilà, encore une fois, hein, tout ce que vous tapez en SQL, vérifiez par 2 fois. Même, j'ai envie de dire, demandez à un collègue, hein, avant de passer certaines commandes, si vous débutez dans le métier, hein, au boulot. Parce que bah, il y a certaines petites commandes, il vaut mieux qu'il y ait 2 personnes qui vérifient que la commande, tu vois, elle a voilà, bonne syntaxe, hein, bonne sémantique, tout ça, tout ça, tout ça, et que ça va bien marcher, qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi. Donc, encore une fois, hein, ce manque de spécificité dans la charge utile en fait un choix risqué. T'as bien compris pour les testeurs d'intrusion qui pourraient par inadvertance provoquer des pertes ou des altérations importantes de données. Ah ouais, bah ouais, hein, ok. Donc voilà, préfère le répéter que ça soit bien clair entre nous, d'accord? Un exemple plus sûr serait une condition plus ciblée basée sur un attribut, hein, connu, un identifiant, un enregistrement, encore une fois, pour pouvoir faire cette technique de bypass. D'accord? Je sais que Bob, d'accord, et l'utilisateur, bah, il vaut mieux que quoi que je fasse Bob et end, pas un ou, mais cette fois-ci un et, logique, 1 est égal à 1, et bah là, je sais que ça va mettre quoi? Ça va mettre à jour, justement, Bob.
d'accord? Et s'il n'y a pas de Bob, ça le fera pas. Mais ça va pas quoi commencer à injecter dans l'ensemble, d'accord, d'étapes d'une base de données. Parce que tu sais que tu pourrais tout réécrire. Donc encore une fois, un exemple très simple, mais Bob and 1 equal 1 ou 1 equal 2. 1 est égal à 2, bah ça le fera pas, d'accord? Et 1 est égal à 1, bah ça va mettre à jour le records. Hein, on parle d'enregistrement en base de données de Bob. Donc, encore une fois, on vous donne des exemples très simples pour vous montrer les risques aussi qu'on encourt à commencer à faire de l'injection de vulnérabilité SQL, d'accord? Et puis ce que ça peut mettre en danger l'ensemble des enregistrements de la table, d'accord? Et pensez que bah, votre client va être furieux quoi, hein, si vous lui démontez sa base de données. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les bases. Je vous mettrai quelques ressources. Je vous conseille d'aller et lire le livre Attack Defense SQLI. Je vous mettrai les liens vers Amazon ou dans certains coins d'internet vous pouvez le trouver. Donc on va parler des stack queries, hein, les requêtes imbriquées. Techniquement, un stack comme la pile. Hein. Donc les attaques par injection SQL peuvent prendre diverses formes. Hein. Une technique qui donne souvent beaucoup de contrôle à un attaquant est connue sous le nom de requête. Donc empilées mais imbriquées, c'est des requêtes donc qui permettent aux attaquants de mettre fin à la requête d'origine qui est prévue et d'exécuter des instructions SQL supplémentaires en une seule injection. D'accord? Ça va entraîner des conséquences plus graves telles que des modifications de données, des appels à des procédures ou des fonctions qui sont stockées. En SQL, le point virgule signifie généralement la conclusion d'une instruction, d'accord, comme d'autres langages de programmation, fin de l'instruction, et le début d'une autre. Donc, cette fonctionnalité facilite, vous l'avez compris, naturellement d'exécuter plusieurs instructions SQL au sein d'une seule interaction avec le serveur de base de données. Alors là, c'est très utile. Il n'y a vraiment rien de malicieux, mais malheureusement, vous avez compris que ça peut être détourné. Donc il est important de noter que certaines technologies d'application web et de gestion, système de gestion de base de données, ce qu'on appelle du SGBD, je vous le répète, on parle de BDMS en anglais, donc base de données, database management system, d'accord, DBMS. Donc ça peut exiger une syntaxe différente ou ne pas prendre en charge les requêtes empilées. Donc l'énumération est essentielle, d'accord, pour avoir cette précision lors de la conduite d'attaque par injection. Il faut supposer que l'attaquant, donc dans l'exemple précédent, veuille bien aller au-delà de la simple récupération de toutes les lignes, comme on l'a vu, et l'intention d'insérer des éléments malveillants. D'accord? Alors, dans notre base de données, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait modifier la charge utile. Et malheureusement, lorsque l'application web traite cette entrée, voilà ce que ça va donner et ce que surtout la base de données va exécuter. Et là, qu'est-ce qui se passe? En conséquent, l'attaquant termine avec succès la requête d'origine à l'aide de son point virgule et introduit une instruction SQL supplémentaire pour insérer des données malveillantes dans notre table TBL underscore ornament. D'accord? Donc là, ça met en évidence naturellement l'impact potentiel des requêtes. Donc nos requêtes empilées, les stack queries, ça peut être dangereux. Vous l'avez bien compris, si c'est détourné encore une fois de son cadre d'utilisation, j'ai envie de dire nominal, c'est-à-dire qu'on va détourner encore une fois et ça va permettre d'insérer, d'attaquer. D'accord? Donc on voit le potentiel destructeur des requêtes empilées. Ça va permettre aux attaquants non seulement de manipuler les données récupérées, mais également d'effectuer des modifications permanentes des données. Et je vous redirige vers quoi? Le principe CIA, d'accord? Quand quoi? Je parle d'un système d'information. D'accord? Alors, c'est pas la CIA, c'est pas la CIA, Central Agency, Intelligence Agency. Donc, triade CIA, on parle d'infosec, d'accord? Et je vous en avais déjà parlé, mais le principe d'atomicité aussi, ACE, ou acide plutôt précisément, mais CIA, confidentialité, intégrité et disponibilité, d'accord? Confidentiality, integrity, availability, d'accord? Donc, ça permet quoi? Ça permet de se défendre contre les menaces et les cyberattaques parce que les entreprises, elles ont besoin d'une liste de contrôle, d'accord? Complète pour évaluer les procédures et les outils de sécurité et ça permet quoi? De protéger les systèmes d'information, la base de données contre les attaques des hackers. D'accord? Et c'est ce principe. Je veux quoi? Je veux que il y ait la confidentialité des données, l'intégrité des données et la disponibilité. D'accord? Donc, je veux protéger des données sensibles. Je veux de la cohérence, de la précision, de la fiabilité des informations tout au long de leur cycle de vie. Je n'ai pas envie qu'on puisse modifier les données, surtout par un
acteur, hein, ou un utilisateur non autorisé. D'accord? Donc ça, je vous redirige, hein, vers la vidéo CIA que je vous avais faite. Voilà, donc ça conclut la première partie. Qu'est-ce que je voulais dire? On va passer ensuite à la deuxième. On va se connecter à la machine et là, on va pratiquer, d'accord? Parce que là, c'était du théorique, mais bon, il fallait bien l'introduire encore une fois, tout en sachant qu'on fait que survoler 1%, d'accord? Ça fera pas de vous des experts SQLI, hein, il faut le savoir, ni SQL d'ailleurs, hein. Donc, je vous ai toujours dit, hein, les bases de données, c'est extrêmement complexe, surtout si on a cette vision holistique entre comment je conçois et après comment je mets en place ma base de données, hein, même en termes informatiques. Tu as l'aspect logique, tu as l'aspect conceptuel, tu as l'aspect fonctionnel. D'accord, métier, tu travailles sur une base de données, tu sais l'administrer, il va falloir la sécuriser. Et pour comprendre comment la sécuriser, bah, il va falloir comprendre déjà comment on peut l'attaquer.